let's go. Donc, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que Facebook a racheté une société, enfin un jeu vidéo qui s'appelle Crayta, que peu de monde connaît. Alors Crayta, il faut savoir que c'est un jeu vidéo qui a été poussé à l'époque par Google. C'est en fait quand Google a sorti son service de cloud gaming, un des premiers jeux à être mis en avant, ça a été Crayta, et c'était un jeu en fait de construction. C'était un jeu où vous aviez, voilà, vous avez votre univers et vous pouvez construire dedans, et vous pouvez construire des mini-jeux. Et donc c'est un peu une manière de voir un peu le jeu du futur, c'est on vous offre quelque chose qui vous permet de créer une multitude de jeux dedans, et c'est plus une plateforme qu'un pur jeu vidéo. Bon, donc Crayta, c'était un peu la même chose, c'était vraiment un univers qui se voulait une plateforme qui vous permettait de créer beaucoup de choses. Ça ressemble un peu à Roblox, à Minecraft, ou pour ceux qui suivent, à ce que veut devenir un peu Fortnite dans le temps. Mais ça, je vous avais déjà expliqué que c'était quelque chose de commun que tous les acteurs voulaient. La différence principale, c'est que Crayta, comme Second Life ou ce genre de jeu, ils ont pris le parti d'être quand même sur des designs qui sont beaucoup plus humanisants. Un peu comme Fortnite, ils sont sur des designs assez proches de Fortnite. Alors que si vous prenez Roblox ou Minecraft, il y a vraiment un parti pris graphique qui est cubique. Donc la vision, le jeu est très cubique et donc c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Donc ils ont acheté Crayta, le but c'est de l'inclure dans Facebook Gaming et je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est peut-être quelque chose de très important pour Facebook parce que ça répond à une vision. Donc déjà il faut comprendre que quand on étudie Facebook, vous étudiez une société qui marche sur l'Internet actuel. Et la principale peur de Zuckerberg, et il l'a expliqué et c'est pour ça qu'il investit très fortement dans la VR, c'est qu'un jour la consommation d'Internet change et qu'on aille dans Internet, qu'on vive Internet, donc en fait qu'on ait un univers de VR dans lequel on se balade et on fait les choses voilà, en bougeant un avatar ou ce genre de choses. Et donc que tout l'aspect social de nos relations à travers Internet soit plutôt fait à travers le jeu vidéo et à travers la VR, et que du coup Facebook en tant que plateforme de relations entre les personnes, ça soit quelque chose de moins légitime, on va dire. L'autre souci, c'est que autant Marc a toujours expliqué qu'il y a certaines manières de faire, c'est-à-dire quand euh, vous voulez aller acheter un billet d'avion ou ce genre de choses, aller le faire en VR, c'est pas vraiment intéressant. Parce que faire de la comparaison de billets d'avion en VR, ça a aucun sens. C'est plus complexe, le parcours d'achat va être plus compliqué. Par contre, typiquement, aller visiter un magasin ou aller voir les différents vêtements que Zara vous propose dans un magasin virtuel, ça pourrait être plus intéressant que de le faire sur un site vitrine classique où vous avez juste des images. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Donc le problème de Facebook, c'est ça, c'est de se dire que le jour où on va passer, si un jour on y passe, hein, parce que rien n'est certain, mais si un jour on passe à cette consommation de l'Internet à travers la VR, c'est d'être toujours là pour que la plateforme Facebook ne subisse pas ce changement. Donc ce qui est intéressant dans le Creata, c'est que ça répond plus ou moins à ce problème en créant tout un univers, parce que l'angle qui a été choisi par les créateurs de Creata, c'est vraiment créer un jeu vidéo communautaire où vous allez créer des mini-jeux avec vos copains. Un peu comme l'a fait Minecraft au tout début. Et donc c'est vraiment des petits groupes et c'est très très intéressant. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, il faut suivre parce que ça a un impact plus grand que juste le petit achat, parce que Creta c'est quand même un tout petit studio. Mais justement, vous voyez qu'il y a des acquisitions qui vous paraissent des fois un peu anecdotiques parce qu'elles représentent rien dans le chiffre d'affaires, mais dans la stratégie à long terme de la société, elles sont considérables. Donc voilà, je vous ai dit, le but de racheter Crayta, pour moi, c'est que Facebook va créer son univers. Et quand on regarde ce genre d'univers, pourquoi Facebook fait ce mouvement-là? Alors, ils ont déjà racheté des casques de réalité virtuelle en rachetant la marque Oculus, hein. Ils investissent énormément dans la VR, mais ce qu'on voit, c'est qu'on voit une application comme VR Chat, qui est un jeu vidéo en fait justement de groupe. On vient discuter avec avec d'autres personnes à travers la VR, qui commence à prendre un essor assez important. Vous aviez un peu moins d'1 million de joueurs il y a 3 ans, vous en avez 5 millions maintenant. Donc vraiment, vous avez une évolution qui est assez forte. Alors encore une fois, vous êtes au tout début.
Là, quand vous prenez, pour ceux qui lisent ce que je dis et qui ont lu le bouquin 1000% par exemple que j'ai écrit, c'est si vous prenez les courbes d'une technologie, vous êtes vraiment encore au tout début de la courbe, hein, parce que vous êtes sur les early adopters et encore, on peut dire qu'à l'échelle du monde, avec 5 millions de personnes qui jouent à VRChat et en gros 15 millions qui ont essayé le jeu, vous êtes mais vraiment au tout début, hein. C'est, faut vous dire, à les cryptos, il y a plus de gens qui utilisent les cryptos que ce qu'il y en a qui ont joué à VRChat. Mais l'évolution est intéressante. Et à mon avis, c'est ça qui pousse Facebook à faire ce rachat, parce que cette évolution, elle est très très intéressante. Et là, encore une fois, ça vous montre vraiment l'importance d'avoir dans une société quelqu'un qui a une vision. Parce que typiquement, si on faisait juste de l'allocation d'actifs, comme on vous l'apprend en école de commerce ou ce genre de choses, Facebook irait pas acheter ce genre de studio. Ou alors en ayant une politique sur le gaming ou quelque chose comme ça. Mais entre guillemets, l'argent qui a été mis par Facebook dans la VR est considérable. Considérable. Donc en fait, s'ils font ça, c'est parce qu'en fait, ils ont Mark Zuckerberg qui voit ça comme un changement majeur et qui se dit si on le fait pas, on risque de mourir. Et ça, la vision de la mort de la société à très long terme, vous ne l'avez que si vous avez des managements qui sont visionnaires. Si vous avez juste des managers qui ont une vision de management, bah, ils ont une vision de management. C'est c'est quelque chose d'assez classique, quoi. Donc vous pouvez pas faire grand chose contre ça, mais typiquement quand vous avez un telco, parce qu'on va prendre un exemple extrême, c'est les telcos, la plupart des managers des telcos, ils n'ont pas vraiment de vision de leur métier, mais ils managent des cash flows. Bon bah vous avez plein de manières de manager des cash flows. Vous allez manager vos cash flows en vous occupant de resserrer les boulons au niveau des coûts, ce genre de choses. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que depuis 20 ans, les telcos, ils ont produit peu de valeur en dehors du dividende? Bah, c'est justement, ils n'ont pas cette vision. Donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui arrive autre que leur réseau, bah, ils sont en retard. Et donc quand vous êtes en retard sur une nouveauté, vous rattrapez jamais le concurrent. C'est pas possible. Enfin, il y a très peu d'acteurs qui arrivent 10 ans après les autres et qui rattrapent. Donc quand vous regardez, par exemple, typiquement, vous avez des acteurs qui vont être, comment ça s'appelle, vous avez des acteurs qui vont avoir des plateformes. Bon, bah, pourquoi un telco a pas typiquement un moteur de recherche ou ce genre de choses qui est performant et que vous trouvez pas ça? Bah justement, c'est pour ça. C'est parce que vous avez pas cette vision. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en perspective quand vous mettez en place euh, votre manière d'investir, parce que ça va jouer dans le temps. Ça va jouer énormément dans le temps. Et la création de valeur à long terme, c'est ça qui rend riche un actionnaire. C'est en fait, si vous vous dites que juste le rendement va vous rendre riche, vous avez un effet d'intérêt composé, ça on est d'accord. Mais ce qui va vous rendre riche, c'est d'acheter une société, de la garder 10, 15 ans et de vous dire cette société, elle va devenir, elle va multiplier son cours de l'action par 10, 15, 20, 30, 40. Et ça, c'est possible que si vous êtes à très long terme et si vous avez un management qui a la vision. C'est ce qu'a fait Buffett, sauf que Buffett, il avait l'avantage, lui, d'avoir des managements qui avaient une vision d'extension de leur marque à d'autres pays, donc d'internationalisation, et d'être dans un moment où le but c'était de s'internationaliser et où on pouvait s'internationaliser assez facilement. C'est-à-dire que quand on cherchait, quand il a investi sur Coca-Cola, vous aviez aucune boisson qui était internationale, aucune marque de boisson était internationale. Donc le premier qui est arrivé, il a pris la place et il a dit aux autres c'est moi qui décide. Il y a Pepsi qui est venu derrière, mais vous avez deux 3 personnes. Vous n'avez pas 50 personnes qui peuvent avoir une marque comme Pepsi ou Coca-Cola. Ou alors il faut que vous développiez une sous-gamme. Donc vous avez Monster Beverage qui sont allés sur les boissons énergisantes, ce genre de choses. Mais il a fallu aller, entre guillemets, sur un autre sous-marché. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Quand on regarde d'ailleurs Facebook, le 10-year roadmap qu'ils avaient montré à leur assemblée générale de 2018, on voit qu'on est vraiment dans cette création. Donc qu'est-ce qu'il y a? Au début, vous avez Facebook et Instagram qui sont des pures plateformes, mais qui sont assez, voilà, assez solides. C'est-à-dire que vous n'avez pas de capacité de créer énormément de choses en plus. C'est-à-dire, bah,
Instagram, c'est vous partagez des photos, vous mettez des commentaires. Bon, Facebook, c'est un peu plus ouvert, mais ça reste assez limité. Le but, c'est de rajouter des choses. Donc, ils ont déjà commencé en poussant un peu plus la vidéo, en poussant l'aspect recherche que vous allez faire sur Facebook, sur ce genre de choses, même si vraiment sur cet aspect-là, ils ont pas vraiment sorti de choses très très importantes. Cet aspect groupe, l'aspect marketplace aussi. Donc ça, par exemple, leur partenariat avec Shopify, ce genre de choses, ça va là-dessus. Ils ont Workplace qui est assez utilisé, mais on va pas trop en parler parce que c'est quand même assez, enfin c'est un produit assez unique qui est pas vraiment complémentaire des autres d'un point de vue marketing. Il est d'un point de vue R&D et ce genre de choses, mais après c'est autre chose. Vous avez WhatsApp et Messenger, et donc là vous êtes vraiment sur là où avant on communiquait dans Instagram et Facebook, on crée une standalone app parce qu'on veut cet aspect pur de communication. Et le but de Facebook, c'est après à terme, à mon avis, d'aller plus vers les super apps, comme je vous en ai déjà parlé avec ce qu'il fait en Asie, et d'aller incorporer beaucoup de choses dans une seule application et de créer tout un univers. Et du coup, vous comprenez bien, à très long terme, c'est du coup à 10 ans, bah, le problème de Facebook, ils vous le disent, c'est la réalité virtuelle. Donc là, ils sont obligés d'investir dessus parce que effectivement, si la manière de créer, elle est changée, et si la manière de consommer est changée, bah, tout ce que vous avez créé en 2018, c'est-à-dire Facebook et Instagram, ça a plus forcément autant le même sens qu'avant. Donc c'est vraiment un problème de vie ou de mort. Et vous voyez que c'est une entreprise qui est née allez, il y a 20 ans. Elle a fait son cycle d'hypercroissance sur deux produits, Facebook et Instagram, pendant allez, ces 20 dernières années. Et là, elle est en train de vous dire qu'en fait, bah, son produit, il a beau être le plus utilisé du monde, parce que vous avez quasiment aucun produit qui est plus utilisé que Facebook ou Instagram. C'est des milliards et des milliards d'utilisateurs. Il y a très peu de produits qui sont plus utilisés que ça. Et même très peu de marques de manière générale. À part, comme je vous l'ai dit, Coca-Cola, McDonald's. Et encore, c'est des marques qui sont moins utilisées que Facebook généralement. Donc, vous avez ça en fait, et vous voyez que bah, une marque qui s'est créée il y a 20 ans, elle voit dans les 30 ou 35 prochaines années la possibilité de sa mort. Alors qu'en fait, quand vous investissez dans une marque comme Coca-Cola, comme Evian, ce genre de choses, vous ne voyez pas de possibilité de mort dans les 30 ans qui arrivent. Donc ça, c'est tout l'aspect de cette tech. La tech, c'est difficile d'avoir l'actif en vous disant que cet actif, il va durer 10, 15, 30, 40 ans. Et c'est pour ça que par exemple Microsoft, c'est un actif extrêmement rare. Parce que qui a un operating system qui est là et qui a la part de marché comme à Microsoft depuis 15-20 ans? Personne. Et même si Apple est un géant, Apple n'a jamais vraiment réussi à concurrencer Microsoft depuis 20 ans sur les operating systems, sur le marché du PC. Donc ça vous montre vraiment que il y a des marques très très fortes, et après il y a des marques qui vivent par l'utilisation de leurs produits, et quand vous vivez par l'utilisation de votre produit, ben, votre moat il peut très vite disparaître. Parce que la manière de consommer le produit change, et vous pouvez disparaître. Donc ça c'est vraiment ce que Facebook veut éviter, et donc c'est pour ça qu'ils investissent très fortement dans la VR. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'ils vont allouer énormément de capital qui va pas leur apporter de rentabilité, parce qu'ils allouent du capital en pure perte sur la VR. Mais en fait, ils le font pour se sécuriser dans le futur, en se disant ça marche pas, c'est pas grave, ça marche, on est sûr d'être dans l'avenir de l'Internet. Et du coup, vous, en tant qu'actionnaire, vous vous dites, bon, bah, j'ai un acteur qui est leader dans l'Internet de maintenant, mais de toute façon, si Internet change et passe en full VR, bah, cet acteur, il sera quand même leader parce qu'il s'est installé avant les autres. Donc votre risque de long terme, il diminue. Et quand vous achetez des actifs technologiques, votre plus grand risque, c'est le risque de long terme. Et c'est aussi votre plus grand gain. Parce que comme c'est des sociétés qui ont des très gros cash flow, plus vous êtes sûr que cet avantage de long terme va durer longtemps, et que la société va être capable de le garder, plus entre guillemets vous pouvez vous dire que ces cash flows ils vont être investis pour acheter des titres, ce genre de choses. Et vous voyez qu'en fait la société elle peut faire des fois 10, des fois 20 tous les 10-15 ans. Parce qu'en fait elle passe sa vie à racheter des titres, elle passe sa vie à créer du cash, et tant que stratégiquement la société est bien gérée,
bah, il peut rien lui arriver. Alors que quand vous investissez chez EDF, ce genre de société, vous avez toujours le risque du prix marché, vous avez le risque qu'il y ait une centrale nucléaire qui soit attaquée, ce genre de choses. Il y a des éléments qui peuvent arriver. Sur Google et sur ces GAFAM, vous avez le risque de piratage. Mais est-ce que le risque de piratage, il est plus important que le risque que vous ayez un barrage qui cède, ce genre de choses? Ou que vous ayez une mine qui s'effondre ou ce genre de choses. Je pense pas. Je pense que on se fait peur avec ce risque de piratage, mais que si on regarde la structuration des actifs à long terme, il y a toujours eu des signaux entre guillemets blancs, c'est-à-dire des signaux blancs, c'est des choses, vous savez que ça va arriver, mais vous savez pas forcément quand. Et ben ces signes blancs dans la vie d'une entreprise, ça arrive. C'est-à-dire Facebook sera forcément piraté à un moment. Mais Rio Tinto va forcément avoir une mine qui va se casser la figure à un moment aussi. La question c'est est-ce qu'il vaut mieux être à long terme dans un actif comme Facebook qui a des risques de piratage ou est-ce qu'il vaut mieux être dans un actif comme Rio Tinto qui a des risques de piratage mais en plus ils ont des risques que la mine s'effondre. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut que vous processiez en tant qu'investisseur parce que c'est très important dans votre performance à long terme. Ça ne va pas forcément jouer dans votre performance à court terme, mais dans votre choix d'actifs, dans votre choix d'allocation du capital et dans votre choix de performance à long terme, ça va énormément jouer. Et là, vous voyez donc que le fait d'avoir, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire d'avoir mis au niveau de la direction Sheryl Sandberg qui gère le day-to-day de Facebook et d'avoir mis à la vision Mark Zuckerberg vous permet de maximiser la création de valeur parce que Sheryl Sandberg s'occupe de gérer le day-to-day de Facebook, d'Instagram qui crée la valeur maintenant et Mark Zuckerberg s'occupe de créer les futurs produits qui vont venir assez rapidement dans le pipe de Facebook, donc WhatsApp, Messenger, ce genre de choses, Workplace. Alors encore une fois, bon maintenant on est en 2021, donc les choses enfin le plan il a été déroulé. Et les futurs produits que maintenant Mark travaille, c'est tous les produits autour de la VR, de l'intelligence artificielle, de la connectivité des gens, ce genre de choses. Et vous voyez que maintenant, quand vous voulez une entreprise performante à long terme, il faut qu'elle marche sur deux jambes. Et donc vous avez toujours besoin de quelqu'un qui fait la vision et de quelqu'un qui gère le quotidien. Et je pense que la plupart des grands groupes ne peuvent plus vivre avec un PDG qui fait les deux. C'est possible dans une PME parce que vous êtes à la taille d'une PME. Donc vous pouvez, mais dans des grands groupes, à mon avis, c'est de plus en plus complexe. Et moi, dans mon process de sélection des grands groupes, les grands groupes qui ont tout centralisé sur une seule personne, généralement, c'est des groupes que je choisis pas. Et quand vous regardez un peu, par exemple, vous regardez Steve Jobs, on vous dit souvent que c'était quelqu'un qui était assez tyrannique et c'était vrai, et qui était dans la gestion quotidienne de la société. Mais en fait, quand vous regardez les bouquins de management d'Apple, Steve Jobs, on lui reportait tout, mais c'est pas lui qui prenait toutes les décisions. Lui, il prenait les décisions d'avenir, il prenait les décisions d'impulsion de la marque. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui étaient là pour gérer le day-to-day au fait, de la société. Et il avait cette capacité à déléguer ce day-to-day. Alors après, il était exigeant, il s'énervait souvent, ce genre de choses. Mais il a délégué le day-to-day. Et par exemple, typiquement, ce qui peut faire peur, c'est que chez quelqu'un comme Elon Musk, il y a une incapacité à la délégation. Et ça, à long terme, pour un CEO, c'est assez dangereux. Donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, bah voilà, vision plus un bon CEO, c'est égal des bonnes choses pour l'actionnaire. Donc là, ce qu'on voit, c'est le nombre de casques VR qui sont connectés à Steam. Alors là, c'est que les gens qui jouent à travers Steam. Mais il y en a qui jouent à travers d'autres plateformes, hein. Donc, vous voyez bien que là où on a commencé et où la courbe a été assez en hausse, mais où la hausse est beaucoup plus violente maintenant, et ben, vous voyez que on va doucement vers les 4 millions, puis après on va aller, et donc vous voyez, si vous regardez la courbe et si vous extrapolez cette courbe, on arriverait dans les 10 millions de personnes connectées sur Steam avec un casque VR dans les années 2023-2024. Donc c'est demain entre guillemets. Et après c'est exactement comme le développement de Facebook, c'est-à-dire les premiers millions d'utilisateurs, ils ont été compliqués à atteindre. Et dès que vous avez dépassé les 10, 15, 20 millions, après ça se déroule tout seul parce que vous avez un effet d'entraînement du marché.
Et donc ça c'est vraiment ce qu'essaye de travailler Facebook. Alors après, encore une fois, quand vous investissez dans une techno, vous savez jamais si cet effet d'entraînement il va avoir lieu ou si entre guillemets vous allez avoir un effet de traction qui est éphémère et puis votre courbe elle va redescendre et il va falloir une nouvelle impulsion. Dans les cryptos par exemple c'est comme ça. La spéculation fait que la courbe monte très vite. Généralement après vous arrivez à un stop de marché, les prix commencent à chuter, donc vous avez des utilisateurs qui sortent. Donc même si vous avez plus d'utilisateurs qui rentrent que d'utilisateurs qui sortent dans les cryptos, la courbe de croissance, elle atteint un plafond et il faut une nouvelle spéculation pour passer à l'étape d'utilisation des cryptos d'après et pour passer un cap. Et vous avez ce besoin dans les crypto-monnaies et dans les crypto-actifs en général d'avoir tout le temps un moment de spéculation fort pour passer un cap. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui hold, donc qui gardent leur crypto-monnaie, attendent qu'une seule chose, c'est que ce système de passage de cap, il s'arrête. Et qu'on arrive à un moment où on est passé le dernier cap, et qu'après on ait une croissance plus lente qu'avant, moins violente qu'avant, mais continuelle. Et ça c'est quelque chose qui sera... quand les crypto-monnaies arriveront à ce niveau-là, ça sera... ça voudra dire que ceux qui ont acheté il y a quelques années, ils ont fait le bon pari et ils ont, entre guillemets, eu raison de le faire au moment où ils l'ont fait. Après, vous n'êtes jamais sûr de quand est-ce qu'est la dernière marche, ce genre de choses. Vous pouvez extrapoler avec des informations, mais vous n'êtes jamais certain que ça va être la dernière marche. Et les gens qui vous disent je suis certain que cette dernière marche elle arrivera jamais ou je suis certain que cette dernière marche elle arrivera, enfin fondamentalement pour moi c'est des gens qui sont des menteurs. Vous n'êtes certain de rien. Vous avez des faisceaux d'indices qui vous font penser que, comme là avec Facebook, qui pensent que l'avenir c'est la VR. Mais est-ce que Mark Zuckerberg est sûr qu'un jour on va aller plutôt que de d'être sur Discord sur un vocal, on va aller se mettre sur une place dans un univers virtuel et on va créer et on va parler entre nous sur une place dans un univers virtuel avec un casque sur la tête, c'est une possibilité, mais il y a rien de certain. Mais c'est pour ça qu'il faut vous ouvrir tout le temps aux possibilités. Et c'est pour ça que du coup vous avez des déchets, parce qu'à chaque fois que vous investissez sur des possibilités, vous n'avez pas tout le temps raison. Et ça, c'est des choses importantes à comprendre, hein. Donc là, bah voilà, hein. Ce qu'on voit, c'est quand même que Marc a quand même bien réussi parce que, entre guillemets, HTC est parti un tout petit peu avant Oculus, Sony est parti juste après, et entre guillemets, bah maintenant, quand on regarde le marché des casques VR, vous avez Oculus qui a 50% du marché. Et donc, le but vraiment de Facebook, c'est de se dire si un jour on arrive dans la VR et que c'est vraiment devenu mainstream, si on a 50% du marché qui est devenu un marché complètement mainstream et qui a incorporé Internet et une façon de consommer Internet, bah, la valorisation de la société, elle change du tout. Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu comme si vous étiez, si vous aviez créé un operating system. C'est c'est quasiment équivalent. Parce qu'en fait, votre operating system, c'est votre casque qui va vous permettre de faire ça. Alors effectivement, il y aura des concurrents, mais si vous choisissez plutôt Facebook, c'est parce qu'il y a des avantages. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le cas Facebook sur la VR, parce que je pense que ça méritait un petit focus suite à l'acquisition. Et donc ça vous montre que aussi qu'une toute petite brique peut avoir une très grande importance dans la création de valeur et dans les possibilités d'une société, même si elle est gigantesque. Donc par exemple, des fois, vous avez une société qui va faire une acquisition, voilà, vous avez une société comme Total qui va faire une acquisition d'une petite boîte, d'une petite start-up pour 15-20 millions. Et vous vous dites, bah, je vais pas la regarder parce que c'est 15-20 millions. Et la même année, ils font une acquisition d'un concurrent pour 2 milliards. Et bah peut-être que l'acquisition du concurrent pour 2 milliards, dans le temps long, elle aura un impact dans le business de Total très très léger, mais que cette acquisition de 10, 15, 20 millions d'une start-up, elle aura un impact dans le business plan de Total et dans la valorisation de Total à très long terme considérable. Et donc tout ça, ça vous oblige à être toujours concentré sur ce que fait votre société. Et à toujours vous dire que vous allez chercher des deals structurants et que contrairement à l'époque de l'industrialisation, c'est-à-dire de l'émergence de grandes banques,
de grands assureurs global et mondial, de marques de marques de food, donc de marques comme McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, qui sont des marques mondiales, qui ont, elles, cru avant tout par des méga deals qui ont structuré leur création de valeur à long terme. Maintenant, un tout petit deal peut avoir beaucoup plus d'importance qu'un méga deal à long terme. Donc ça vous oblige vraiment à avoir une société et à vous intéresser absolument à tout ce que fait la société. Parce que c'est ça qui va vous donner une vision de long terme en tant qu'investisseur. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant.